Je voulais demander à Monsieur le ministre, pour éviter l'abus en termes de stage, pour éviter le fait que certaines entreprises aient plus de 20-25% de stagiaires, est-ce que la loi prévoit un encadrement? Nous avons limité dans le Code du travail le stage. Je voudrais juste préciser, puisque j'ai entendu par 2 fois que le stage en alternance pouvait poser un problème sur la durée, d'où la nécessité de préciser un certain nombre de points du Code du travail. Et on va y arriver dans quelques semaines, dans quelques mois. Le stage en alternance peut durer tout le temps de la formation. C'est la période supplémentaire lorsque la personne a fini sa formation qui ne doit pas excéder 3 mois. Donc ça, il faut peut-être le préciser. C'est-à-dire que si c'est de l'hôtellerie-tourisme et que sa formation dure 2 ans pour avoir son BTS ou son BT, par exemple, il peut être en stage au même moment en entreprise, en heures partagées, pendant 2 ans. Seulement, lorsqu'il obtient son diplôme dans son établissement de formation, il ne peut plus continuer le stage au-delà de 3 mois. C'est là où il y a la contrainte. Et justement, constatant que beaucoup d'entreprises maquillaient de réels emplois par du stage, c'était des emplois déguisés, on a limité en disant qu'au bout d'un certain temps, si vous continuez à maintenir un jeune en stage, ou un moins jeune en stage, ça se transforme automatiquement en contrat à durée indéterminée. Soit vous le libérez, soit vous le gardez, mais à ce moment-là, vous lui faites signer un contrat. Merci, Monsieur le ministre. Effectivement, le problème d'inflation de stage nous donne l'impression ou l'illusion de régler le problème de l'emploi, alors que ce n'est pas le cas. Je rebondis sur l'alternance. Effectivement, l'alternance, ça doit être considéré comme un système de formation alternée, théorie-pratique, pour la durée de la formation. Pour revenir à une question qui me tient à cœur, hier, j'étais dans la salle, il y avait des problèmes d'emploi, j'ai entendu une question, c'est à l'endroit des étudiants, une étudiante de Zéré Corée qui disait que il y a trop de magouilles quand on fait les tests. Pourquoi il y a trop de magouilles? Parce que le plus souvent, ceux qui réussissent les tests ne l'ont pas. Je vais peut-être vous rappeler une statistique pour vous dire que les faits prouvent le contraire. Statistiquement parlant, tous les jeunes qui ont trouvé de l'emploi l'ont fait. 21% des jeunes l'ont fait grâce à leurs relations personnelles, 47% initiative personnelle, 8% des jeunes ont fait par le test et 86% 66% ont eu de l'emploi, se sont mis à leur propre compte, c'est de l'auto-emploi. Donc quand on parle d'emploi, il faut savoir que c'est de l'emploi salarié et de l'auto-emploi. J'ai été surpris aussi par le fait que plusieurs jeunes étudiants ici ont applaudi lorsqu'une entreprise de la place qui était parmi les panélistes nous a affirmé avec fierté que 20% de son personnel est expatrié. On ne peut pas applaudir ce genre de truc. Ça veut dire qu'il y a 20% de chance pour tous ceux qui sont dans la salle pour aller chercher ces emplois occupés par des expatriés. Et pour le faire, il faut passer par la formation, passer par le perfectionnement. Il faut postuler, il faut être au courant, parce qu'il est impossible de croire que 20% d'un effectif en Guinée soit expatrié. On ne peut pas nous dire que il n'y a pas de place pour les Guinéens. C'était juste la parenthèse. Donc, nous allons passer maintenant aux questions. Et pour les questions, je ne retiens pas beaucoup, hein, je suis un peu vieux. Chaque question aura sa réponse, aussitôt, pour ne pas oublier. On ne prendra pas beaucoup de questions. Il y a M. Nicolas qui est là pour essayer de modérer tout ça. On passe aux questions. Bonjour. Je me nomme Dr Armel Tuissi. J'aimerais d'abord remercier tous les panélistes. J'avoue que j'ai assisté à cette conférence parce que j'ai trouvé le thème très évocateur. Vous savez, je suis en Guinée depuis pratiquement plus de 6 ans. Je suis un jeune panafricaniste extrêmement engagé et je reste convaincu que si nous faisons exactement ce qu'il faut, nous pouvons sortir l'Afrique de l'ornière dans laquelle elle est plongée. Vous avez abordé le sujet dans la problématique des stages. C'est vrai, il y a un véritable problème de stage chez nous
de stages sans contenu, comme a dit monsieur le ministre, de stages café, de stages à checker. Mais seulement les raisons, les causes de ces stages sans fondement n'ont pas vraiment été élucidées. Parce qu'il faut être clair, vous avez ici des entreprises qui n'ont pas toujours envie d'être clairs et honnêtes. Alors quand le stagiaire vient, on va vous recaser dans un coin parce qu'on ne veut pas que vous ayez accès à un certain nombre d'informations par rapport à l'entreprise. Ça, c'est un. Et de deux, vous avez un problème d'incompétence même à l'intérieur des entreprises. C'est-à-dire, le coach qu'on vous assimile, qui est censé vous apprendre le travail, lui-même ne maîtrise pas grand-chose. On a beaucoup d'automates. C'est-à-dire, il est arrivé dans l'entreprise, en moyenne, tous les panélistes sont d'accord avec moi. Dans une entreprise, on a maximum 1 an pour savoir faire ce qu'il faut faire. Si c'est la secrétaire, elle sait que voilà les fichiers que je remplis, voilà comment je fais un mail. Elle a maximum 1 an pour le savoir. Donc quand vous arrivez en entreprise, il y a des gens qui sont calés à ce niveau. Mais dire qu'avoir la capacité de pouvoir innover, de pouvoir analyser, ça, c'est faire preuve de notre domaine de connaissance. Mais vous avez beaucoup de cadres dans les entreprises qui ne l'ont pas. Donc du coup, lorsque l'étudiant vient avec parfois un bagage beaucoup plus important sur le plan de la contenance académique, son responsable qui est là, qui est dans l'entreprise, qui a un haut poste, est incapable de le suivre, est incapable de tenir avec lui sur des questions qui vont au-delà de l'automatisme classique. Donc ça, il y a ce problème-là aussi. Et moi, j'en ai rencontré ici. Donc je pense que quand on parle de stage avec contenance, il serait très très important que vous avez 30 secondes. Vous dites? 30 secondes encore. Bon, je pense s'il vous plaît. Oui, excusez-moi, mais moi je pense que si je me décidé de prendre la parole, c'est parce que j'avais à dire quelque chose. Allez-y alors. Si vous estimez que ce n'est pas nécessaire, je vais m'asseoir. Non, ce n'est pas ça qu'on a dit. Ce que je veux dire, il y a ce premier problème-là, ça il faudrait qu'on se le dise. On va prendre un exemple très simple. Quand vous avez des pays aujourd'hui qui sont des modèles, comme le Canada, l'État canadien connaît aujourd'hui combien de médecins ils auront besoin dans 10 ans. Combien de chaudronniers ils auront besoin dans 5 ans. Ça, c'est important. Mais chez nous, on ne le sait pas. On fait de la navigation à vue. On essaie de colmater les brèches. Quand on laisse le problème des stages, on vient au problème de l'inadéquation du contenu de la formation avec ce que le marché de l'emploi offre. C'est parce qu'à la base, la formation est faussée. Quelle est notre orientation de formation? Pourquoi est-ce qu'un étudiant subit une formation? C'est la première question à laquelle il faut trouver une réponse. Est-ce qu'on forme l'étudiant pour la recherche? Est-ce qu'on forme l'étudiant pour l'emploi? Est-ce qu'on forme l'étudiant pour l'auto-emploi? Parce qu'il ne faut pas se féliciter que 66% d'étudiants se soient mis à leur compte. Parce que quitter l'université et créer une entreprise, pour moi, c'est très dangereux. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose dans lequel on se lance du jour au lendemain. Un pays a besoin des entreprises solides. Et on a besoin d'une expérience professionnelle assidue pour être capable de créer une entreprise et de réussir. Il ne s'agit pas de créer l'entreprise. Donc moi, je suis totalement contre le fait qu'on encourage à des étudiants qui sortent d'université de créer des entreprises. Parce que forcément, ce seraient des entreprises qui ne sont pas solides, qui n'ont pas de bonnes bases. Parce que les dirigeants n'ont pas d'expertise, n'ont pas d'expérience. Donc, ne pourront pas les gérer. Donc, ces entreprises sont données à mourir. Et ne peuvent même pas participer à la construction du tissu économique du pays. Ce sont des gens qui, généralement, ne paieront pas les impôts, ne vont pas se déclarer de manière normale, donc vont fonctionner comme on fonctionne, un peu du commerce. J'ai ma boutique, j'ai mon petit truc, ça me rapporte de l'argent en barba. Donc, c'est ça, moi, je ne pense pas qu'on doit devoir encourager cela. Ça, c'est important. Revenons à l'inadéquation. Il y a un problème qui est majeur chez nous. Quand on définit le profil de formation avant de dire le métier qu'on va occuper, ça c'est le chemin inverse qu'il faut faire. Si on prend un métier, on dit un pharmacien, ça c'est un cas très, très pratique. Moi je suis pharmacien de formation. On dit un pharmacien. Mais qu'est-ce qu'un pharmacien fait? Qu'est-ce que l'État, le marché guinéen attend du pharmacien? C'est à partir de là que va découler quels sont les modules de formation qu'il faudra lui donner. Un pharmacien est avant tout un gestionnaire d'entreprise. Mais on l'ignore. On le forme essentiellement sur le côté scientifique. Pourtant, demain, il va être amené à créer et à gérer une pharmacie. Résultat de la course.
vous avez beaucoup d'étudiants de pharmacie qui font faillite après 10 ou 15 ans, qui ne savent pas faire la part des choses entre mon argent que je gagne et l'argent du fournisseur, qui se retrouvent en difficulté. Ça, c'est un cas schématique. Ce cas se retrouve dans beaucoup d'autres cas de figure d'entreprise. C'est-à-dire, on crée des profils de formation et après on se dit, ah, à la fin, qu'est-ce qu'on pourra faire? Alors qu'on peut partir de, si on a défini un profil de métier, à partir du profil de métier, il peut en découler quels sont les acquis, les atouts qu'il faudra mettre dans le profil pour accompagner la personne. C'est bon? Merci. Merci, docteur. Merci pour la leçon. Mais je pense qu'on a abordé suffisamment les fiches de compétences ici avec docteur Fanta, les fiches de compétences. Et ça revient dans mes mots de conclusion. On a parlé de tutorat, on a parlé d'abus de stage, et les comités d'insertion, notamment dans les écoles professionnelles, existent. Et aujourd'hui, on a écouté le docteur sans savoir exactement où était la question, mais je vais demander aux panélistes ici si vous pouvez répondre au docteur. Bon, moi je vais me lancer. Par rapport à l'intervention du docteur qui est pharmacien, je pense que par rapport à l'inadéquation entre l'emploi et la formation, ce qu'on a dit, c'est de dialoguer. À partir du dialogue, on déterminera et le nombre de personnes, la prospective pour déterminer au bout de 10 ans qu'est-ce que la profession a besoin. Par exemple, la Chambre des mines, si elle dialogue avec les écoles de mines de Guinée, ils pourront dire dans 10 ans, on a besoin de ça. Les écoles de télécom, pareil. Les écoles d'hôtellerie avec la profession, pareil. Vous, pharmaciens, avec l'université et la fac de médecine, vous, la profession et la fac, vous allez déterminer et les curricula et les besoins. C'est à partir de là. Mais si vous faites un profil type, vous dites il faut former les gens dans ce profil type. Si demain, les choses sont dynamiques en fait. Si demain c'est pas exactement ça, vous êtes à côté de la plaque. En fait, ça c'est un. Deuxièmement, vous dites qu'il ne faut pas prendre le risque pour en fait entreprendre après le diplôme. Qu'est-ce que vous faites de Facebook? Qu'est-ce que vous faites de Google? C'est les entreprises aujourd'hui où les gens ont entrepris quand ils étaient étudiants. Les Microsoft. Vous prenez Apple. Toutes ces entreprises, c'est comme ça. En Guinée aussi, vous avez des exemples comme ça. Vous avez des gens qui n'ont pas fait l'école, qui ont entrepris. L'entrepreneuriat, c'est ce qu'il faut encourager pour que les gens aient le goût du risque, en fait. Il faut risquer. On peut ne pas y arriver. Mais si on ne risque pas, on n'a rien. Et je voudrais en profiter aussi pour parler de la responsabilité des jeunes, en fait. Bon, des diplômés. Parce que jusqu'à présent, on a parlé de la responsabilité de l'État, de la responsabilité des écoles, de la responsabilité des entreprises. Mais maintenant, moi j'ai des jeunes ici à qui j'ai demandé à venir. Ils me demandent de les aider à trouver un stage. Je leur ai dit, ils pensent que, bon, tout à l'heure on a parlé de relations, de réseau et tout ça. Je dis, c'est le meilleur endroit. Ils sont venus, ils sont rentrés dans la salle, ils n'ont pas pris la peine de sillonner les stands. Alors qu'en une journée, ils peuvent voir toutes les entreprises qui sont là et se positionner. Donc il y a une responsabilité aussi des jeunes qu'il faut aborder dans la problématique des stages, d'insertion et tout ce qui... Les responsabilités, en fait, il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités pour qu'on puisse résoudre la problématique. C'est ce que j'avais envie de dire. Je rebondis pour dire à docteur que dans le cadre du fonds compétitif, il y a le dialogue entre on encourage, le projet du gouvernement encourage en fait le dialogue entre le secteur privé et les universités pour pouvoir déterminer tout ce que le docteur était en train de dire et que cette fois-ci, l'école de tourisme n'a pas été sélectionnée, mais le projet a sélectionné 17 universités avec 17 projets de curricula. Ceux-là vont bénéficier d'un financement entre 2500 $ et 400 000 $ pour pouvoir moderniser le curricula en fonction du besoin du marché. Le processus est itératif. Cette fois-ci, ce n'est pas parce que vous aviez un mauvais dossier, mais on avait un classement et on a mis une barre pour la première expérience, pour pouvoir aussi corriger ce qui ne va pas chez nous. Donc on a dit on prend 17, on expérimente. L'année prochaine, on va relancer le même processus. Peut-être vous serez sélectionné. Le fil conducteur, c'est le jeune Guinéen qui va rentrer dans une université ou une école. Donc l'idée est de qualifier tout le système. On ne vise pas une école particulière,
on vise toutes les écoles et toutes les universités. Et là-dedans, il y a le secteur privé, il y a les universités privées comme Kofi Annan, comme d'autres qui ont bénéficié de financement. Il y a aussi l'enseignement technique et l'enseignement supérieur public et privé. Ok. Voilà. Merci, monsieur. Ok, monsieur le ministre. Oui, merci. Je n'avais pas l'intention de répondre puisque ce n'était pas une question, c'était plutôt une leçon de gouvernance. Mais je ne peux pas aussi, en tant que responsable, laisser dire certaines choses et décourager tous ces jeunes-là qui ont confiance, au moins d'une certaine manière, aux cours qu'ils reçoivent et en leur état et qui voudraient se lancer, par exemple, dans l'entrepreneuriat. Vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat si vous avez une idée de projet ou un projet qui peut être accompagné. Et si jamais vous échouez, ça sera une expérience de la vie. Vous recommencerez. Mais ne vous laissez pas décourager par ceux qui vous font croire qu'ailleurs c'est possible et que vous, jeunes Guinéens, vous ne pouvez pas. Vous pouvez. Vous avez la capacité de le faire. Vous avez des structures qui sont là pour vous accompagner et pour vous dire si ce que vous proposez n'est pas viable. À ce moment-là, on vous essaiera de vous réorienter. Mais si vous vous entêtez, vous vous dites, je veux faire un projet d'entrepreneuriat, je veux créer ceci, cela, on vous accompagnera, on vous aidera, et puis, avec peut-être votre compétence ou votre courage, vous réussirez. Si vous échouez, vous recommencerez ailleurs. Donc ne vous laissez pas décourager par ce genre de discours. Ensuite, il faut quand même prendre la peine de savoir ce qui se passe. On ne peut pas dire, on forme n'importe comment, on commence au bout, sans savoir de quoi on a besoin. Nous avons des études précises. Par exemple, dans le secteur minier, à savoir le nombre précis de chaudronniers, de thermoplongeurs, de mécaniciens, de calorifugeurs, dans tous les secteurs. Nous avons des études précises et c'est bien la raison pour laquelle nous parlons d'inadéquation entre la formation et l'emploi. Le minimum qu'un ministère de l'enseignement qui forme, c'est de savoir quels sont les besoins du marché de l'emploi. Nous discutons avec les banques aussi. Ce que nous disons, c'est que cette réflexion n'est pas allée suffisamment loin pour mettre en confiance les professionnels que vous êtes avec le système éducatif pour sortir de bons curricula. Nous avons des curricula, nous avons des enseignants ici qui font la fierté de la Guinée et en Guinée et ailleurs parce qu'ils savent prendre en compte les curricula. Ça serait une injure que je leur ferais de me taire lorsqu'on dit qu'il n'y a même pas de curricula qui correspondent à ceux dont le marché de l'emploi a besoin. Donc, de grâce, prenez la peine de vous renseigner et reconnaissez les efforts qui sont faits et ne découragez pas tous ces jeunes-là qui sont sur le marché de l'emploi en leur faisant croire qu'il n'y a aucune possibilité dans le système actuel. Il y en a, il faut savoir les saisir. Et nous sommes autour de cette table pour trouver des solutions ensemble. Et l'une des solutions, justement, c'est d'associer le privé. Madame, on vous a dit, votre restaurant d'application, il faut l'entretenir. Ça demande des moyens, il faut des intrants. Donc, il faut trouver une solution avec le privé parce que de toute manière, l'État seul ne pourra pas arriver à cette solution. C'est pour ça qu'à l'enseignement technique, par exemple, la première démarche, c'est de dire aux cadres de la fonction publique, de l'administration, cessons de rester dans notre petit cercle mystique de formation, faisons appel à ceux qui vont avoir besoin de nos produits. Faisons appel à eux pour qu'ils s'associent à nous. Pour la première fois, nous avons des conseils d'établissement, ce sont des conseils d'administration, où le secteur privé est représenté. Il faut leur donner encore plus de responsabilités. Pour les hôteliers, madame, quand Palm Camayen venait s'installer, je leur disais, associez-vous à nous parce que vous n'aurez pas la main-d'œuvre qualifiée nécessaire pour votre hôtel. Je crois que mon discours n'a pas été suffisamment attractif parce qu'il faut se remettre en cause et on n'a pas fait ce travail ensemble. Quand ils ont commencé à recruter ceux qui sortaient du nouveau hôtel, après, l'hôtel Noum s'est installé, on leur a retiré cela, ça devenait un mercato. Tout nouvel hôtel qui s'installait retirait les meilleurs de l'hôtel qui était là juste avant. Donc il faut trouver une solution pour qu'ils soient avec nous. Pas en tant que juste observateur, mais avec nous pour les formations, qu'ils y aient un intérêt et à ce moment-là, ça marchera. Nous sommes sur cette démarche dans l'enseignement technique, mais le véritable enjeu, Tunkara l'a dit tout à l'heure, c'est votre formation de base. C'est votre formation de base. Le stage, l'expérience professionnelle vient s'adosser à votre formation de base qui vous donne le socle nécessaire pour affronter toutes les situations qui vont se poser à vous. Et les stages, haute précision, vous n'êtes pas obligé de les avoir dans des grandes entreprises, dans des grands groupes miniers. À côté de chez vous, pour ceux qui font de la formation professionnelle, il y a des garages du quartier dans lesquels vous apprendrez plus que si vous êtes dans l'atelier de la CBG là-bas, où là, on va vous dire, prends tel boulon, déplace-le ici, va acheter la checkette du directeur de chantier, va faire des photocopies pour le chef d'atelier. Quand vous serez dans le garage du quartier, par exemple, c'est ce que je dis aux jeunes de l'enseignement technique, vous serez obligé d'ouvrir les capots, de mettre la main dans le moteur, de retirer et de faire ceci, de faire cela. Ça vous donnera de l'expérience professionnelle qui vous permettra de mieux assimiler les cours.
Voilà un peu le message que je voulais faire Merci, passer. Monsieur le ministre.